Merci d'être là pour cette ultime session de la journée consacrée à Power BI sur un sujet qui est pas assez souvent, à mon goût, discuté et présenté, qui est la notion de UX UI design dans les rapports, dans la construction de rapports Power BI. Hop. Donc on remercie encore, on a vu un de nos sponsors, mais on remercie tous les sponsors grâce à qui cet événement est réalisé, même dans les conditions de la distance. On va commencer par se présenter, donc je vais laisser la parole à Christine, qui est avec moi pour co-présenter cette session. Oui, bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, je suis Christine Coste, je suis consultante Data IA chez Exakis Nelite à Aix-en-Provence. C'est un poste que j'occupe suite à une reconversion professionnelle, puisque j'ai intégré l'école IA Microsoft l'année dernière. Et au quotidien, donc je travaille dans l'équipe de Joël pour divers clients et principalement sur de la conception et de la construction de rapports et de tableaux de bord Power BI, évidemment. Voilà. Et donc moi, Joël Crest, architecte data chez Exakis Nelite également. Je suis MVP Data Platform, MVP Microsoft Data Platform depuis 2018. Donc je travaille sur des sujets à la fois Data Azure et également Power Platform et Power BI en particulier. Voilà, on vous a mis quelques réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver et nous contacter. On va rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'on a voulu faire avec Christine, avec cette session, c'est avoir une session purement pratique, c'est-à-dire vous présenter soit des outils, soit des méthodes que vous allez pouvoir utiliser au quotidien lorsque vous réalisez un rapport Power BI, voire même que vous allez pouvoir appliquer sur des anciens rapports Power BI pour lesquels l'exigence de design n'est selon vos considérations, pas bien au niveau. Donc on va vous dérouler un petit peu notre conception de notre façon de faire. On travaille en 4 phases qu'on va vous présenter et on complétera cette session par quelques principes complémentaires qui peuvent vous aider à bâtir des rapports avec une norme assez avancée et assez stricte de design. Pour illustrer l'importance du design, je partirai toujours du principe de ce que voit le client lorsque vous avez un utilisateur d'un rapport Power BI. Ce qu'il voit, c'est la partie finalisée. Il ne voit pas tout le travail qu'il y a à faire derrière. En effet, un rapport Power BI, on peut le faire très rapidement. Si vous avez à travailler au quotidien avec Power BI, vous savez peut-être que concevoir un rapport, ce n'est pas simplement de la data vise, c'est beaucoup d'autres activités. Et la réalité de votre travail de concepteur de rapport Power BI, c'est que vous allez passer par un certain nombre d'étapes. Vous allez importer des données, devoir vous connecter à des sources de données, devoir faire de la data prep, donc nettoyer la donnée, la mettre en forme, la modéliser, parce que la modélisation dans un rapport BI, c'est un sujet important. Faire de la data vis, donc exposer, donc choisir les meilleurs visuels et la représentation idéale pour représenter vos données, puis publier, gérer la sécurité, etc., etc. Parmi tous ces éléments, il y a encore un élément qui est un petit peu le parent pauvre, je dirais, c'est la partie design. Quand on aborde la partie visuelle du rapport, on parle beaucoup de data vise, on parle peu de design, de règles d'organisation de l'espace, on parle peu de navigation, de règles de navigation dans le rapport, ou alors on les conçoit, mais on les conçoit après. Nous, ce qu'on va vous présenter, c'est ces 4 phases, la conception, le prototypage, la mise en forme et la gestion par les thèmes.
elles sont présentées dans cet ordre, elles sont plus ou moins indépendantes. À la limite, vous pouvez appliquer nos principes de manière totalement indépendante. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premières phases qu'on va vous présenter sont les plus complexes à modifier après coup. Donc si vous ne commencez pas par ces phases-là, vous aurez du mal, lorsque le rapport sera terminé, à vous dire: «Je vais les appliquer». En revanche, si vous appliquez toutes ces phases dans l'ordre, vous aurez un rapport sur lequel vous allez pouvoir revenir, modifier le design assez simplement. Donc on va démarrer par la partie conception. Je te passe la main, Christine, on va Oui, devoir faire quelques petites manipulations et quelques petits switches d'écran, durant cette présentation. je te laisserai juste m'alerter s'il y a mon écran qui n'apparaît pas. Il apparaît très bien. Parfait. Du coup, dans cette première partie, sur la conception même du rapport, il y avait une première notion qui nous semblait importante, c'est la notion de navigation. Alors là, l'idée, c'est de se dire que quand on pense rapport Power BI, on a tendance à tout de suite penser à un rapport, à arriver directement dans un rapport avec différents visuels qui sont organisés en fonction d'axes d'analyse ou de thématiques. Là, l'idée, ce serait d'essayer de prendre un petit peu de hauteur sur le sujet et si tant est qu'on ait le contenu suffisant, de penser une articulation dans l'information que l'on souhaite exposer, c'est-à-dire la découper, la structurer et peut-être même à l'instar d'un site internet, hein, d'avoir carrément une organisation, logique et claire du contenu, plus un système de navigation simple, et identifiable qui permettent à l'utilisateur d'explorer l'ensemble des données. Alors pour ce faire, c'est assez simple, hein, en fait, hein, c'est pas aussi poussé que quand on conçoit une arborescence d'un site internet, parce que je sais qu'il y a aussi des outils qui sont spécialisés là-dedans. Là, une simple feuille et un stylo permettent de poser ses idées et de pouvoir séparer les informations qu'on souhaite exposer. Pour illustrer mon propos, je vais tout de suite vous montrer un rapport, qui contient ce système-là pour que ça soit plus concret. Donc il est conçu sur le très célèbre jeu Northwind que tout le monde connaît, je pense. Là, l'idée, c'était de se dire: «Mon rapport, je vais faire arriver mes utilisateurs sur une page d'accueil», en fait, une sorte de home page qui permet déjà de souhaiter la bienvenue et qui donne accès à l'ensemble du contenu à part égale et via les boutons de navigation que j'ai en bas. Alors plusieurs particularités, c'est que mon rapport, il est monopage, c'est-à-dire que l'ensemble des autres pages sont masquées et comme ça je concentre les interactions de l'utilisateur au sein même de mon rapport via la navigation, via le système de boutons. Là, la page d'accueil, comme vous pouvez le voir, je l'ai conçue de manière assez simple et assez épurée. Elle pourrait néanmoins être, l'endroit idéal pour d'autres informations. On pourrait rajouter la date du jour, la date de refresh des datas. On pourrait rajouter même les coordonnées, de l'équipe projet ou de l'équipe à contacter, voire même je sais pas, une citation, un mot du PDG, bref, peu importe, ça peut être aussi un moyen de transmettre une autre information. Donc là, après, moi, via mes boutons, je circule, de manière tout à fait, naturelle dans le rapport et là, la navigation devient clairement identifiable pour 2 raisons. La première, c'est sa position puisqu'elle est basculée sur la partie haute et par le système de bandeaux. En fait, on capitalise là, l'idée, c'est de capitaliser et d'exploiter, tous les usages web qui sont déjà, acquis dans la tête des utilisateurs, tout ce qui est la navigation naturelle, en fait, hein, qui fait que dès qu'on va placer des rectangles, en l'occurrence blancs sur la partie haute, instinctivement, on va comprendre que c'est un système de navigation et on peut même aller plus loin. Par exemple, là, j'ai positionné le logo et on sait d'avance que ça va être, un chemin retour sur la home page. Donc là, j'ai mon système de boutons, de navigation vers le haut, mais on peut également utiliser ce système de boutons, pour, naviguer, uniquement sur une partie du rapport. Ce qui nous permet de s'en sortir de la page, de pouvoir, creuser la donnée, et d'avoir d'autres niveaux de lecture sur le même visuel avec ce système de boutons où on puisse laisser la main, à l'utilisateur, pour pouvoir faire sa propre navigation. En fait, dans ce système-là, hein, que ça soit, sur la partie haute ou la partie centrale, il y a deux critères, qui sont essentiels pour que ça puisse fonctionner, 2 notions importantes que je vais vous développer, qui sont l'affordance et le feedback. L'affordance, c'est la capacité d'un objet à évoquer sa fonction. Là, typiquement, les rectangles qui sont positionnés sur la partie haute, ça a une très forte affordance parce qu'on comprend tout de suite que c'est un bouton sur lequel je vais pouvoir cliquer et qui va générer une action derrière. Ça, c'est vraiment important, une notion importante et il faut soigner cet aspect-là dans la construction de ces outils. La deuxième notion importante
dont je vous parlais, c'est le feedback. Le feedback de manière générale en termes de navigation, c'est le fait de renvoyer, de retourner à l'utilisateur, enfin de lui faire un retour sur l'action qu'il vient d'effectuer. Typiquement, je suis en train de naviguer sur un site marchand, je mets un certain nombre d'articles dans mon panier, j'achète, j'effectue un clic pour payer. S'il ne se passe rien, si je n'ai pas un message me demandant d'attendre ou qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, instinctivement, au bout d'une, voire 2 secondes maximum, je vais me mettre à cliquer autre part, pensant qu'il ne se passe rien, tout simplement parce que je n'ai pas le retour de l'action que je viens de faire. Et là, dans notre cas de figure, dans notre usage de rapport, le feedback, ça va être incarné par le fait de bien, mettre en couleur, les onglets sur lesquels je me situe pour que l'utilisateur n'ait aucun doute sur, la page sur laquelle il est et de la configuration, des visuels de la page. Je vais vous montrer tout de suite le PBX, pour vous montrer comment c'est construit, techniquement derrière, même si je pense que vous l'avez largement deviné. Sur la page welcome, c'est tout simplement, des boutons, hein, sur lequel, les actions, qui sont configurées sur le type de navigation entre les pages. Voilà, le seul point de vigilance, c'est bien de faire attention de passer sur l'ensemble des boutons de toutes les pages pour bien qu'il y ait pas que du sac quoi, qu'on puisse à chaque fois bien naviguer, d'une page à l'autre. Et pour ce qui est des boutons sur la page, du focus, fournisseur, je vais devoir ouvrir le panneau de sélection, pour vous montrer qu'en fait, là, il n'y a pas 3 boutons, mais sur ma page, il y en a 6. Il y a ceux que j'ai appelés off, c'est-à-dire sur les fonds blancs, et ceux sur fond jaune qui sont les boutons on. Et idem pour je vais y arriver, la table qui est ici. En fait, il n'y en a pas qu'une, mais il y en a 3 qui sont superposées au pixel près. Et ensuite, une fois que j'ai positionné l'ensemble des éléments sur ma page, je peux construire, mes différents signets. Alors, ça demande un tout petit peu d'organisation et de précision dans le nommage de ces éléments de tous les éléments de la page pour être bien organisé et pour pouvoir, faire, déclencher les signets, de manière fluide. Une fois qu'on a fait ça, après ça fonctionne extrêmement bien. Donc ça, c'était sur la partie construction du rapport que je viens de vous montrer. Après, il y avait un autre point que je voulais aborder avec vous sur cette première partie de conception, c'est sur la fameuse question du choix des visuels, en fait, de qu'est-ce que je peux utiliser comme type de visuel, qu'est-ce qui est pertinent, en fait, hein, entre choix d'expression. Et pour ça, j'avais 2 pistes à vous partager. La première qui est assez connue, hein, qui est cette affiche récapitulative de l'ensemble, enfin d'une grande partie en tout cas, des visuels qui sont disponibles sur Power BI. Et ce que je trouve intéressant dans cette affiche, c'est le point de départ, c'est une des questions essentielles pour choisir le bon visuel, c'est de réussir à analyser et se situer qu'est-ce que je cherche à exprimer avec ce visuel-là? Quelle articulation il y a entre mes données? Est-ce que je cherche à comparer A vis-à-vis de B? Est-ce que c'est une évolution dans le temps? Est-ce que je cherche à connaître la distribution d'une donnée, sa composition? Est-ce qu'au contraire, je cherche un lien entre A et B? En fait, c'est vraiment la question de le point de départ initial qui est extrêmement important. Une fois qu'on a cette réponse, ça fait un système d'entonnoir et ensuite, ça nous réduit l'éventail des possibilités. Et là, sur cette affiche, vous avez en tout début, sur un fond c'est assez léger, mais sur fond un peu vert, les visuels qui sont extrêmement pertinents pour, la catégorie dans laquelle ils sont situés. Et ça permet aussi d'avoir un point de vigilance sur la partie basse où, ceux qui sont grisés ne sont pas du tout, constitués pour répondre à la catégorie dans laquelle on se situe. Ça, c'est la première piste, c'est se poser la question de savoir qu'est-ce que je cherche à exprimer. La deuxième que je voulais partager avec vous, c'est ce site qui s'appelle Data2Viz et qui lui, son point de départ, ce n'est pas, heu, dans quelle catégorie je me situe, mais les données en tant que telles. Voilà, donc quel type de data, j'ai et ensuite via un système, un peu comme un arbre de décision, en fonction du nombre de variables que j'ai, il va me proposer comme ça un certain nombre de visuels qui seraient opportuns, dans ma situation. Sachant qu'à chaque fois que j'ai un visuel, je peux cliquer dessus, j'ai une fiche, descriptive et ce que je trouvais aussi bien, c'est qu'il y avait aussi un warning sur, les erreurs qui sont régulièrement commises, sur chaque visuel, ce qui peut permettre, d'éviter de tomber dans certains écueils. Voilà, c'est 2 pistes que je trouvais, intéressantes pour essayer d'être orienté dans le choix complexe des visualisations. Joël, j'en ai terminé sur cette partie, je peux te passer la main sur la suivante.
je reprends la main. Donc sur la partie, prototypage, sur le prototypage, c'est l'étape, dans laquelle on va positionner en fait les différents visuels sur le rapport. Ça peut paraître trivial, c'est-à-dire qu'on a tous, sélectionné, créé des visuels et on les a tous positionnés sur une page d'un rapport Power BI. Mais il y a des problématiques, qui, sont, liées, au fait, typiquement que Power BI crée des visuels, qui par défaut, soit n'ont pas d'arrière-plan, soit ont un arrière-plan blanc sur un fond blanc. C'est peut-être votre souhait, c'est d'avoir un rapport qui au final aura un fond blanc et puis, le même arrière-plan de visuel et d'avoir peut-être une bordure qui soulignera les différentes zones des visuels. Mais quand on est en train de construire le rapport et qu'on veut justement aligner et définir les différentes zones, c'est assez difficile à pratiquer. Donc on va vous montrer quelques petites astuces. Il y a 2 éléments dans cette partie prototypage où on va aligner les visuels entre eux, de manière homogène et où on va en plus les répartir dans des zones dédiées, séparées en fonction des indicateurs qui vont être présentés pour regrouper tous les indicateurs ensemble, d'une même thématique ensemble, ou pour mettre d'un seul côté tout ce qui sera sélecteur, par exemple, de votre rapport. Donc cette phase est généralement itérative. On va prendre un exemple très concret. On est le premier cas de figure qu'on peut utiliser, le premier outil qu'on peut utiliser. Je vais vous montrer d'ailleurs la page correspondante. C'est un outil qui est développé, c'est un visuel custom qui est développé par la société OKViz, que vous pouvez utiliser. Il y a une version gratuite sans aucun problème, qui s'appelle le Chart Placeholder. Cet outil, il est très pratique lorsque vous démarrez un rapport et que vous voulez travailler sur le design sans avoir la moindre donnée. Donc vous créez des éléments qui sont des chart placeholders. Il y a très très peu de propriétés. Vous pouvez à la limite définir, je crois, le type, le chart type ici pour mettre un petit pictogramme qui représentera le type de visuel qui est défini. Et ensuite, la particularité, c'est que c'est juste un rectangle. Donc un placeholder pour votre visuel que vous allez pouvoir redimensionner. Et une fois que vous avez positionné les différents visuels, vous allez pouvoir les aligner parfaitement. Le gros avantage du chart placeholder par rapport à un visuel standard, c'est que vous avez directement à l'écran la largeur et la hauteur de chacun des visuels en pixels. Donc si vous avez, par exemple, ici, nous avons 2 visuels qui sont alignés, qui devraient avoir exactement au pixel près la même hauteur. Et donc là, on peut vérifier qu'ici, on est bien à 296 de hauteur et 296 ici. Donc l'alignement est réel et qu'on n'ait pas un alignement à 1 pixel de moins ou 1 pixel de plus, ce qui peut arriver parfois lorsque vous utilisez uniquement les réglettes pour aligner vos éléments. Donc là, vous avez un alignement parfait. Pareil ici pour la colonne que j'ai représentée ici, où je peux avoir du 272, 272, 272 en largeur. Donc je sais que mes 3 visuels ici sont totalement alignés. Ça, c'est une méthode. Si vous ne voulez pas passer par des visuels custom, parce que si les visuels custom sont bloqués dans votre entreprise, vous allez vous rabattre vers la méthode un petit peu plus classique, qui est de dire, je vais positionner sur mon rapport, je vais commencer à me positionner mes différents visuels. J'ai un petit peu forcé le trait, mais vous avez ici quelque chose qui va ressembler fortement à la première version de votre rapport, si vous vous concentrez plus sur les données que sur le design du rapport. Bon, on voit notamment que le tableau ici n'est pas très bien aligné, du moins il ne prend pas tout l'espace ici. Mais sinon, globalement, on a des éléments ici qui semblent être alignés, on a des éléments ici qui semblent être alignés. Pour vérifier, pour utiliser la même méthode que pour le chart placeholder, donc pour vérifier que ces éléments sont vraiment alignés, il y a une méthode toute simple qui est rarement utilisée, qui est très peu connue, c'est d'utiliser les thèmes. Les thèmes, on en reparlera à la fin de la session, ce sont les outils qui vont vous permettre de définir quels sont les codes couleurs que vous allez utiliser.
quelles sont les polices de caractère que vous allez utiliser pour les titres, quelles sont les propriétés par défaut que vous allez définir dans vos différents visuels. Donc vous pouvez vous dire que les thèmes, vous allez les utiliser uniquement lorsque vous voulez customiser et changer le design d'un rapport. Or, il y a une autre utilité, c'est la possibilité de forcer une propriété par défaut pour tout un rapport. Donc on va s'en servir ici. Lorsque vous voulez afficher une bordure, donc forcer l'affichage des bordures sur tous les éléments de votre rapport, vous allez dans personnaliser le thème actif, élément visuel, bordure, et je vais juste activer cette bordure. Cette bordure, cette propriété, vous pouvez l'activer même si vos visuels n'ont aucune donnée. Donc si c'est des éléments vraiment comme le chart placeholder tout à l'heure, vous faites appliquer et donc vous allez voir apparaître, matérialiser la bordure que vous pourrez faire disparaître après avoir aligné les différents éléments. Et donc là, je vois que visuellement, ce qui me paraissait aligné ne l'est pas exactement. Et donc, je peux très rapidement retailler mes différents éléments pour que en quelques minutes, je puisse avoir un rapport qui soit cette fois-ci parfaitement aligné. Donc voilà, je le fais rapidement pour vous montrer l'exemple. Mais ici, j'ai déjà tous mes éléments qui remplissent l'espace et qui sont parfaitement alignés. Lorsque je suis satisfait de mon résultat, je peux évidemment désactiver ma bordure. Sur cette phase de prototypage, il reste une dernière étape à réaliser que j'ai matérialisée ici, que je vais vous montrer sur les chart placeholders, c'est la définition de zones et de proximité. Donc là, on l'a vu, je le remontre. Ici, j'ai des sélecteurs, j'ai des segments ici qui permettent de trier et de filtrer mon rapport. Cette zone-là, je veux qu'elle soit mise en évidence de la même manière que tous les autres visuels soient mis dans une autre zone. Donc je vais jouer non pas sur l'égalité des espaces entre les différents visuels, mais je vais créer un espace un petit peu plus grand, ici, que j'ai matérialisé ici, entre ce bloc-là et ce bloc-là, en réduisant, en agrandissant cet espace et en réduisant les visuels, bien entendu si la donnée est toujours bien représentée dans mon visuel. Donc je vais faire apparaître un espace qui a son importance puisqu'il va matérialiser la distinction entre les filtres et le reste de mon rapport. Et au final, une fois que vous avez réalisé ça, donc une fois que on va le faire sur ces visuels-ci, si je fais rapidement ce réglage-là, une fois que j'ai réalisé ça, si je n'ai plus besoin des bordures, par exemple, je peux très bien revenir sur mon thème actif, repartir sur les bordures, désactiver les bordures. Et là, je ne vois plus mes guides, donc je suis un petit peu perdu, mais par contre, je sais que j'ai fait mon travail de prototypage au démarrage de cette... donc j'ai terminé cette phase-là. Alors bien sûr, c'est une phase qui peut être reprise. Vous avez des utilisateurs, vous allez avoir des retours, on va vous demander de modifier telle ou telle chose. Donc vous allez revenir sur cette phase. Et vous voyez que chaque fois, vous pouvez activer les bordures, réaligner vos éléments, les replacer dans le rapport et ensuite désactiver les bordures pour revenir à des éléments parfaitement alignés. Sur la partie forme, je te laisse la parole pour l'explication de tous les outils. Donc là, la phase où on est, on a l'ensemble de nos éléments, on les a correctement positionnés sur notre page, ils sont correctement alignés, arrive le sujet de la forme. Donc là, c'est tout ce qui va être l'habillage et la mise en valeur, la mise en lumière du contenu. Un des principaux éléments sur lequel s'appuie la forme, ce sont les couleurs. Alors, la première question, moi, quel que soit le cas sur lequel je me situe, toujours la première question que je cherche à me poser, c'est est-ce que le client pour lequel je travaille a une charte graphique ?
parce qu'il y a de fortes chances que ça soit le cas, mais bon, si tant est qu'il en ait une qui puisse nous la transmettre. La charte graphique étant un recueil complet, en fait, de tous les éléments qu'il utilise dans ses supports de communication et qui constitue en fait son identité visuelle. Donc on va y retrouver son logo, comment il est utilisé, la typographie aussi, mais aussi les couleurs, donc les références exactes, et aussi s'il a des images, des pictogrammes, et cetera. Mais c'est important de savoir si le client possède ça et de l'avoir sous la main, si tant est qu'il veuille qu'on l'applique à notre rapport. Si tant est qu'il n'y en ait pas ou alors qu'il en ait une, mais qu'il nous laisse carte blanche pour faire ce que l'on souhaite sur notre rapport, arrive la grande question de comment je choisis mes couleurs. Et pour ce faire, il y a un outil qui est extrêmement utile, qui est le cercle chromatique, qui est affiché à l'écran. Alors l'idée, c'est pas que de faire un cours extrêmement poussé sur les couleurs et leur fonctionnement, mais l'idée, c'est de comprendre comment fonctionne cet outil, tout simplement parce que ça permet d'avoir en tête les notions d'harmonie, de complémentarité et aussi de contraste pour avoir une bonne lisibilité sur l'ensemble du rapport. Alors la roue chromatique, elle est assez simple en son fonctionnement. Elle a en son cœur les 3 couleurs primaires. Donc primaires puisqu'elles ne peuvent pas être obtenues par mélange. Donc on a le jaune, le rouge et le bleu. Juste au-dessus, autour, on a les couleurs secondaires, donc le vert, l'orange et le violet, qui sont obtenues par le mélange des 2 couleurs primaires sur lesquelles elles sont appuyées. Et enfin, tout autour, vous avez les couleurs tertiaires. Alors, pour choisir ces couleurs, admettons qu'on souhaite avoir un rapport en sorte de bichromie, qui s'appuie sur 2 couleurs principales. On va chercher autant que possible à choisir des couleurs dites complémentaires, et c'est-à-dire qu'elles sont totalement opposées sur le cercle chromatique. Ce qui fait que si on prend un jaune, on va aller chercher un violet. Voilà, de bien les opposer sur le cercle va être garantie d'harmonie et de contraste. Admettons qu'on ne veuille pas 2 mais 3 couleurs. Ce qu'on va chercher à faire via le cercle chromatique, c'est de les prendre strictement opposés avec la même distance. Donc là, par exemple, si je reprends mon exemple du jaune, eh bien, en 2e couleur, je vais prendre ce rouge, et puis en 3e couleur, je vais prendre un bleu. Voilà. L'idée, c'est de chercher de faire un triangle équilatéral sur le cercle. Alors, c'est pas au millimètre près, bien évidemment, mais ça donne déjà une bonne tendance pour savoir qu'est-ce qui va être harmonieux et qu'est-ce qui visuellement va être agréable et où on n'aura pas des choses qui vibrent ou qui sont désagréables à l'œil. Alors, on pourrait très bien aussi imaginer avoir plus de 3 couleurs. Là, je vous parle d'un système avec 3 couleurs, mais on peut aller même au-delà. Et ensuite, si on est au-delà de 3 couleurs, on fonctionne avec ce qu'on appelle une palette, où on peut avoir 5, mais même 5, 10 couleurs, enfin le chiffre n'est pas déterminé. Par contre, ça peut être une tâche un peu complexe parce que tout le monde n'a pas forcément le temps d'y consacrer, surtout quand on est sur la construction d'un rapport, mais il existe des outils pour nous faciliter cette tâche. Il en existe plusieurs. Alors des palettes toutes faites, vous allez en trouver beaucoup, que ça soit sur Google, sur Pinterest ou sur Instagram, vous en avez pléthore, mais en tout cas, j'ai trouvé d'autres outils qui, au-delà d'en proposer, nous permettent de les manipuler. Et celui qui m'a beaucoup plu, c'est le site qui s'appelle Colors. Et en fait, parce qu'il avait 2 côtés, il a 2 fonctionnalités principales que je trouve extrêmement intéressantes. La première, c'est qu'il propose déjà d'office un certain nombre de palettes qui sont déjà constituées. Donc, alors certaines qui sont sur des dégradés d'une seule couleur, d'autres qui sont sur des associations qui fonctionnent extrêmement bien visuellement et qui s'accordent entre elles. Et admettons que celle-ci me plaise et que je souhaite l'utiliser, il y a plusieurs autres fonctionnalités qui sont intéressantes. La première, c'est que je vais pouvoir retrouver l'ensemble des références de chacune des couleurs qui la constituent. Alors pas forcément que l'hexadécimal, mais vous voyez aussi tout ce qui est RVB ou autre système de référence. Et l'autre côté de ce site que je trouve très bien, c'est la partie qui s'appelle Generator, qui me permet d'intervenir sur les palettes en elles-mêmes. Alors je vais pouvoir faire plusieurs types d'actions. Alors je vais pouvoir supprimer une couleur si jamais dans la palette elle m'était pas utile. Je vais pouvoir choisir mes couleurs à moi, que j'aurais pu déterminer ailleurs ou que je récupère éventuellement de la charte de mon client. Et s'il y a une couleur que je souhaite modifier à l'intérieur de la palette, je vais pouvoir sur chacune avoir accès à l'ensemble du dégradé, si je souhaite en foncer une ou au contraire l'éclaircir. Et j'ai aussi d'autres outils qui agissent sur toute la palette d'un coup. Alors là, je vous
je vous montre 2-3 fonctionnalités que je trouve pour moi vraiment très intéressantes. Il y en a d'autres, hein, donc il ne faudra pas hésiter à aller explorer le site en lui-même. Là, via le petit icône de soleil, je peux modifier tout ce qui est saturation, température sur l'ensemble des couleurs de ma palette d'un seul coup, ce que je trouve assez intéressant. Et surtout, avec cette petite option des lunettes, je vais pouvoir voir l'interprétation de ma palette pour les personnes qui présentent des cécités visuelles. Parce que les couleurs, c'est effectivement un point très important dans nos rapports. L'idée aussi, c'est d'être le plus inclusif possible et d'anticiper et de prendre en compte en fait, hein, ceux qui présentent des cécités et qui ne perçoivent pas les couleurs de la même manière que d'autres. Et ce système-là, cette option-là, me permet de parcourir l'ensemble des cécités pour vérifier que le contraste est suffisant entre mes couleurs et que cela fonctionne bien. L'idée dans l'approche des couleurs, c'est c'est au maximum, c'est idéalement de ne pas avoir un visuel dont la donnée est uniquement compréhensible via la couleur. C'est-à-dire que, par exemple, si je mets un KPI avec un chiffre, toujours y associer un plus ou un moins, une flèche qui monte ou une flèche qui descend, ne pas lui donner juste une mise en forme conditionnelle en se disant que, du fait qu'il est en rouge, les personnes vont comprendre. Non, parce que la couleur ne peut pas être l'unique biais de diffusion d'une information, justement pour que ça soit le plus inclusif possible. Voilà, donc ça c'est Colors, que je trouvais bien. Alors il y en a un autre qui est plus connu, je pense, qui est la roue sur le site d'Adobe dans la catégorie outils d'accessibilité. Sa particularité que je trouve intéressante, c'est qu'il présente un pop-up sur l'écran qui va nous alerter si jamais j'ai 2 couleurs qui sont trop proches et qui posent des soucis de lisibilité. Bon là, en l'occurrence, j'essaie de vous montrer comment il pourrait présenter en mais bon, c'est bien, c'est que mes couleurs sont validées. Bref, vous avez le pop-up ici qui vous alerte quand il y a 2 nuances qui sont trop proches. Et ce qui est très pratique, c'est qu'il vous les désigne, hein. Donc si vous en avez plus que 5, il vous désigne les couleurs qui posent problème et qu'il faut réajuster. Et là, pareil, sur la partie basse de l'écran, vous avez l'interprétation pour les personnes présentant des cécités visuelles. Et enfin, le dernier site que je voulais vous montrer, qui s'appelle ColorMine. Alors lui qui est très intéressant parce que là on parlait de palettes, c'est bien, mais c'est pas toujours évident de se transposer et de s'imaginer l'utilisation de ces couleurs dans le cadre d'un dashboard. Et bien c'est exactement ce que fait ColorMine. En fait, c'est l'utilisation des couleurs qu'on a choisies sur un template, alors certes basique, mais qui nous permet déjà d'avoir un œil au plus proche de l'utilisation qu'on puisse en faire et qui nous donne une appréciation peut-être un petit peu plus fine que sur une palette à plat. Alors là, du coup, toujours dans ma partie sur la forme, la partie des couleurs, c'est une dimension intéressante pour animer et rythmer son rapport, mais je voulais aussi vous parler de 3 autres pistes, 3 autres types d'éléments sur lesquels on peut utiliser pour créer du rythme et puis un environnement visuel. La première, ce sont les photos. Il y en avait d'ailleurs une dans le rapport que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors là, c'est simplement un petit warning, c'est de ne pas utiliser des photos que l'on trouve directement sur Google ou sur Pinterest, de s'assurer en tout cas que ça soit alors du libre de droit, enfin que ça soit de l'utilisation gratuite. Et pour ça, j'ai 2 sites à vous conseiller. Il y a le premier, c'est Unsplash, et le second qui est Pixabay. Alors moi, j'ai une préférence pour Unsplash parce que la qualité des photos est excellente, que ce soit en termes de prise de vue ou de résolution. Parce qu'il faut garder en tête que les éléments qu'on met à l'intérieur du rapport, eh bien, ça peut très bien fonctionner sur notre device, hein, mais à terme, ça peut peut-être être utilisé sur un device beaucoup plus grand. Donc gardez en tête que les éléments, il faut qu'ils soient de très bonne qualité. Une autre piste que je trouve intéressante, qui sont les pictogrammes. Et là, je vous ai mis un site, donc Nerd Project, qui en propose de manière gratuite. Alors, il faut créer un compte gratuit, hein, mais voilà. Alors, tout ce que je vous présente là sur ma slide, c'était sur la thématique du meeting. C'est ce que j'avais fait, la recherche que j'avais faite dans le cadre de mon rapport, mais il y a vraiment quantité et quantité en fonction des thématiques. C'était des très bonnes sources. Et enfin, la dernière piste, auquel on ne pense pas toujours spontanément, mais qui peut être une bonne alternative aux photos, et puis qui peuvent parfois être un petit peu plus discrètes sur leur présence dans les différentes pages, ce sont les illustrations.
Et le site Freepik en propose. Alors, il propose aussi des photos, mais moi, je l'utilise principalement pour les recherches d'illustrations, qui sont elles aussi des illustrations libres de droit que vous pouvez utiliser librement dans vos rapports. Et Joël, je te repasse la main pour Allez. la phase suivante. On rebascule. Alors, on va terminer la phase forme. Je vais d'abord illustrer par la pratique ce que tu nous as montré. Juste dernier point sur la partie forme. Il y a un autre principe que vous pouvez utiliser dans vos rapports, c'est le data inc ratio, qui est un principe qui a été théorisé par un monsieur qui s'appelle Stephen Few. Alors, je vais essayer d'exprimer ce data inc ratio de la manière la plus simple et limpide possible. Le data inc ratio, c'est le ratio entre toute la partie encre, la partie pixel, disons, qui représente des données, rapportées à la totalité des pixels, donc de l'image, des fonds, de tous les éléments qui se trouvent dans votre rapport. Donc, ce data inc ratio et cette théorie veut que si on veut vraiment maximiser ce ratio, il faut vraiment supprimer toutes les pixels qui correspondent qui ne correspondent pas à de la donnée. En gros, sur un rapport sur un visuel sur lequel on aurait mis de la 3D, des ombres, des jeux de police de caractère, etc. La suppression de toute donnée non encre, non ink, ça serait retirer le dégradé de couleur, retirer la police de caractère, les grilles, les bordures, les images d'arrière-plan, les effets 3D et les ombres. C'est un principe assez intéressant à appliquer sur ses propres rapports. C'est pas un principe, je dirais, à appliquer de manière stricte à 100%, parce qu'on risquerait d'enlever des éléments qui, dans le cadre de rapports Power BI, peuvent avoir une importance. Je pense notamment aux ombres qui peuvent servir à mettre en évidence certaines zones par rapport à d'autres. Mais fort heureusement, la partie effet 3D des graphes, on ne les a pas en standard dans Power BI. Par contre, on peut jouer sur les grilles, les bordures, les polices de caractère et supprimer également les données redondantes. Alors, pour illustrer ceci, je vais vous montrer, Christine vous a montré un petit peu les outils. Moi, j'ai un dernier outil que j'utilise beaucoup pour la partie design, pour la partie utilisation des palettes. Tu vois que j'ai utilisé les outils que vous a présenté Christine pour choisir ma palette de couleurs. J'utilise un outil que vous connaissez tous qui s'appelle PowerPoint, dans lequel, très basiquement, vous pouvez déjà bâtir votre fond d'écran, votre fond de page. Très souvent, vous allez avoir une zone qui va être soit une zone de titre, soit une zone de filtre, où vous allez avoir 3, 4 zones, généralement pas plus, parce que c'est plus difficile après de les aligner, mais vous pouvez avoir des zones très globalement très définies. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'utiliser un PowerPoint dans lequel, hop, le temps que je retrouve mon curseur, je vais avoir pour une palette de couleurs. Là, on a une représentation avec 2 zones. Donc, j'ai une représentation horizontale et verticale. Et je décline un certain nombre de palettes que je vais pouvoir utiliser. Je peux même définir des fonds de mes visuels déjà prédéfinis, déjà pour positionner mes visuels sur la page. Une fois que j'ai cette palette-là, il suffit d'enregistrer cette palette au format JPG. Ça va me créer autant d'images qu'il y a de slides dans mon PowerPoint et je vais pouvoir directement les utiliser dans mon rapport. Imaginons qu'ici, je veuille avoir, maintenant que j'ai mes éléments parfaitement alignés, que je veuille charger un fond de page. Je le charge ici. Je vais définir arrière-plan de page. Je mets la transparence à 0. Je rajoute une image. Je vais vous montrer exactement le résultat une fois que c'est réalisé, parce que j'ai déjà préparé certaines pages. Donc, je peux appliquer donc une charte graphique. La différence entre la précédente page et celle-ci, c'est juste que j'ai rechargé une de mes images en mettant cette petite bordure. J'ai rajouté un élément qui est le titre, parce que j'ai mis un espace de titre à mon rapport, et donc je peux mettre ici le titre principal, le titre de la page. Là, vous pouvez très bien avoir un template déjà prêt avec ces zones
que vous pouvez remplir. Et j'ai mis juste une petite ombre pour représenter, pour mettre en évidence le système de filtre. Pour la partie Data Inc Ratio, si je veux l'appliquer ici, je peux l'appliquer de différentes manières. Ici, par exemple, on voit que j'ai un pie chart dans lequel j'ai essayé de, tant bien que mal, de faire apparaître la légende. Mais du coup, ça me réduit l'espace utile pour mes données. Pour maximiser ce Data Inc Ratio, pour maximiser l'espace utile, ce que je peux faire, c'est garder le même espacement, retirer la légende, mais par contre, dans l'étiquette de données, faire apparaître la catégorie de cette manière, et voire même, là j'ai un graphe qui est un petit peu trop grand, et je peux, si j'ai des étiquettes un petit peu plus, si je prévois d'avoir des étiquettes de catégorie un petit peu plus grandes, je peux jouer sur cette taille-là, maximiser cette taille-là, pour avoir un visuel parfaitement propre. Pareil ici, où vous voyez que j'ai utilisé une couleur différente par catégorie. Alors c'est bien, c'est joli, c'est très joli, mais ça n'a pas de sens, si on prend le sens Data Inc Ratio, ça n'a pas de sens qu'une couleur corresponde à une catégorie de produits. Ou alors, il faut vraiment que ce soit des catégories ou une segmentation très, très précise. Donc, une autre idée ici, ça serait, au lieu d'utiliser les codes couleurs, d'avoir au niveau des couleurs de données, de retirer l'utilisation de couleurs différentes et en revanche d'utiliser ici une fonction, alors je vais vous montrer directement le résultat, d'utiliser ici une mise en forme conditionnelle, le résultat est ici, et donc dans la couleur de données, j'ai défini juste que je me basais sur un de mes champs qui contenait le code couleur. Et dans ce cas-là, par exemple, le code couleur a un sens puisque il va me colorer en vert toutes les ventes qui sont supérieures à la moyenne et il va me laisser en gris plus pâle toutes les ventes qui sont inférieures à la moyenne. J'en ai profité pour retirer les axes parce que mon titre m'indique bien que je mets des ventes par catégorie. Donc j'ai levé les titres des axes qui étaient inutiles et j'ai levé tous les éléments de gris qui étaient également inutiles. Et pour terminer, maintenant que j'ai des fonds de page et que je peux les changer à l'envie, je peux très facilement, si demain on me dit tu dois faire une présentation au Modern Workplace Conference Paris et donc tu dois personnaliser un petit peu ce rapport, je peux très facilement dans mon PowerPoint bâtir à partir d'une palette de couleurs qui correspond un petit peu aux couleurs du site et des slides du MWCP, je peux bâtir mon fond d'écran et l'appliquer. Et donc, du coup, très rapidement, en quelques minutes, je peux aboutir avec le même rapport à ce résultat-là. Donc, qui a un rendu relativement propre. Et tout ça, évidemment, est basé sur la fameuse phase de prototypage où j'ai aligné mes éléments de manière parfaite. Dernière phase qui nous reste à explorer, hop, c'est la phase de gestion des thèmes. Donc on les a vus un petit peu tout à l'heure, les thèmes vont permettre de définir, alors ça nous a permis de matérialiser les bordures. Les thèmes, en fait, dans Power BI, ce sont toutes les définitions par défaut ou les définitions spécifiques de propriétés de chacun des visuels, de chacun des éléments visuels à l'écran, qui sont structurés, stockés, codés sous la forme d'un fichier JSON. Donc c'est un fichier à plat, c'est un fichier très simple de texte qu'on peut éditer avec Visual Studio Code ou n'importe quel éditeur de texte. Et donc vous avez la possibilité dans Power BI soit de modifier ces thèmes, soit par l'interface, si vous n'êtes pas à l'aise avec le code, soit le faire directement par l'éditeur de texte. Typiquement, il y a énormément de propriétés qui sont disponibles. Je vous en propose juste quelques-unes pour démarrer. Le plus évident, évidemment, c'est les thèmes de couleurs. Donc, je vous ai mis ici à quoi ressemble le code du JSON correspondant et ici l'interface qui vous permet de changer la palette de couleurs qui est à votre disposition. Donc, vous avez 8 couleurs à votre disposition avec chaque fois un certain nombre de dégradés.
On le sait moins, mais il y a des couleurs spécifiques, comme les couleurs de sentiment, négatif, positif, neutre, pour les visuels de type KPI. Et pour les mises en forme conventionnelles, il y a des couleurs divergentes, min, max, et la couleur centrale du fameux dégradé. Ça, c'est pour les couleurs. De la même manière, vous pouvez jouer sur les textes, donc sur les titres, sur les libellés, les headers, etc. Vous pouvez jouer sur la police de caractère, sur la couleur, et également sur la taille de la police de caractère, de manière homogène. Et également, vous avez, et là c'est beaucoup plus large, je vous donne juste un exemple, vous avez la possibilité de gérer des éléments de manière globale pour les visuels. On l'a vu pour les bordures, vous pouvez définir la couleur d'arrière-plan de chaque visuel, soit par type de visuel, soit de manière totalement globale. Donc, dans l'interface, ça se positionne ici. Donc, si je veux ici personnaliser le thème actif et dire que mes textes, mes titres, je les veux sur une couleur de police rouge. On va prendre juste cet exemple-là et une taille de police beaucoup plus grande. Je vais changer aussi la police de caractère. Petit bug. Petit bug d'interface, on va rester sur la taille de police et la couleur de police. Donc j'applique et automatiquement sur tout mon rapport, donc mes titres sont homogènes et sont de la manière dont j'ai voulu les représenter. Alors, généralement, on peut faire ces modifications assez simplement et on peut ensuite enregistrer le thème actuel, le thème modifié. Donc, on peut recharger des thèmes. On a une galerie de thèmes également à dispo. Ce qui est pas mal aussi, c'est de passer par, de démarrer donc, par cette interface-là. Et puis, petit à petit, de passer à la partie code, parce que la partie code vous donne un petit peu plus de souplesse. Et une fois que vous avez bâti vos fichiers de thèmes, vous pouvez les réappliquer très simplement sur un nouveau rapport directement. Et donc, vous avez toute votre mise en forme qui est prédéfinie. Christine, alors, ce que je te propose, c'est je vais te laisser la parole, mais je vais passer la slide que tu vas présenter. Oui. Donc les principes complémentaires. Oui, rapidement, pour conclure, deux autres éléments qui nous semblaient intéressants à garder en tête. Le premier, c'est de passer du temps avec les utilisateurs finaux de vos rapports, parce que en réalité, ceux qui passent commande ne sont pas forcément ceux qui les utilisent. Première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il arrive très souvent qu'il y ait des groupes d'utilisateurs différents. C'est-à-dire que très, très régulièrement, moi je le vois, on a souvent quelques personnes de la direction qui se connectent de temps en temps, des personnes du middle management aussi qui se connectent régulièrement, et des personnes qui sont plus dans l'opérationnel, où c'est un outil beaucoup plus quotidien. L'objectif, c'est bien d'identifier chaque type de groupe, son utilisation, sa fréquence, qu'est-ce qu'il attend, tout simplement pour bien vérifier enfin qu'on répond à tous les besoins de tous les types d'utilisateurs. Le fait qu'on passe du temps avec les utilisateurs nous permet aussi d'identifier comment ils s'expriment, en fait, de s'imprégner le plus possible pour que eux, ça soit un outil qui leur corresponde et qui leur ressemble, notamment sur la partie des textes, on n'en parle pas souvent, mais de voir est-ce qu'ils ont un vocabulaire spécifique, des anagrammes, des choses comme ça sur lesquelles on pourra capitaliser et pour faire un rapport au plus proche de ce qu'ils utilisent au quotidien. Et une dernière phrase, en essayant au maximum d'utiliser la méthode agile, c'est-à-dire n'attendez pas d'avoir complètement fini votre rapport pour faire des échanges avec eux, les faire tester, mais de le faire régulièrement au fur et à mesure des phases que l'on vient de vous dérouler avec Joël. Voilà. Voilà. On a peut-être 30 secondes pour les questions qui ont fait signe il y a quelques minutes. On était à 4 minutes. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment.